risque, cette fois-ci comme les autres, de vous donner l'impression que je n'avance vraiment pas vite. Parce que, peut-être d'ailleurs, tout en allant beaucoup trop vite dans le rythme des explications. Parce que nous avançons très lentement dans la progression du texte, et en même temps, ça ne veut peut-être pas dire que le rythme des explications permette, par exemple, la prise de notes, etc. C'est beaucoup d'ailleurs que une suggestion m'a été faite, alors ça, je ne sais pas si c'est possible, nous enregistrons, est-ce que ce serait possible de mettre ça en ligne sur la chaîne de l'UTL ou non? Est-ce qu'il y a une possibilité? Je sais pas, on m'a posé la question. Comme on l'a fait pendant le confinement, finalement. Faut que je demande. Il faut que je demande, sinon moi mes enreginesements sont à disposition. Hein. Oui, techniquement, ça mais pas techniquement, c'est pas impossible. Oui, il faut savoir. Je ne sais pas ce que ça représente comme tâche pour les personnes qui seraient chargées de ça. Parce que, tu vois, si tous les profs de l'UTL font ça, peut-être que ça finira par créer une... je ne sais pas, il faut demander. On verra, je poserai la question. La question m'a été posée cet après-midi relativement à la prise de notes en particulier. Parce que c'est vrai, ça je reconnais. Hein. Moi, quand j'écoute des cours du Collège de France sur Internet, j'appuie assez souvent sur pause. Hein. Oui, moi aussi. Ah oui, pour le temps de... Je reconnais. Oui. Bon, écoutez, de toute façon, n'hésitez surtout pas. Et l'après-midi, les adhérents de l'UTL n'hésitent pas du tout parce que, comme je l'avais dit, ils sont dans une petite classe qui crée des conditions peut-être un tout petit peu plus favorables pour lever la main, interrompre. Bon, même si je ne pense pas qu'ici, l'ambiance soit vraiment comparable à celle d'une première année de médecine. Vous en avez 400 ou 500. Bon, donc n'hésitez pas, hein, surtout. Alors, en fait, quand j'ai dit que vous risqueriez de trouver qu'encore une fois, ça n'avançait pas bien vite, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, je me fie à ce que j'ai pu faire cet après-midi, puisque je suis exactement en parallèle le même cours, en essayant d'aller toujours au même rythme. Je me suis aperçu cet après-midi que je n'ai pas vraiment pu honorer l'engagement. Ce n'était pas un engagement, mais disons l'annonce que j'avais faite la dernière fois, d'entrer, après avoir analysé et présenté ce que pouvait signifier chez Spinoza l'idée d'idée inadéquate et d'imagination, l'annonce que j'avais faite de pouvoir entrer dans les idées adéquates, et donc aller au-delà de l'imagination, vers ce que Spinoza oppose au régime de l'imagination, à savoir la raison. Mais en fait, je me suis aperçu cet après-midi que j'ai encore séjourné assez longtemps dans la thématique de l'imagination, et je le répète, imagination, idées inadéquates, c'est finalement l'équivalent. L'imagination est un régime de fonctionnement de l'esprit, et c'est ce régime de fonctionnement de l'esprit qui se définit par le fait que l'esprit, dans ce type de fonctionnement, est constitué principalement d'idées inadéquates. Alors ça, je vais continuer de le développer, et en fait, je crois que vous pouvez compter sur le fait que, à force de préciser ce que signifie la notion d'idée inadéquate, ce que signifie dans le contexte spinoziste l'idée d'imagination, vous allez voir petit à petit se dessiner négativement, se dessiner par contraste, si vous voulez, le concept de ce qu'est une idée adéquate et de ce qu'est le fonctionnement de la raison. Mais, je le répète, n'hésitez pas à me demander des précisions si, à mesure que nous avançons, ce n'est pas assez clair. Je ne sais pas si j'avais prévu la dernière fois cet énoncé qui se trouve dans la démonstration du corollaire de la proposition 26 de la deuxième partie de l'éthique. Je vais répéter la référence, et de toute façon, tout ça, ce sera sur le blog, si ça n'y est déjà d'ailleurs, parce qu'il est possible que cette citation, elle figure déjà dans le plan du cours avec les citations. Donc voici la référence. Deuxième partie de l'éthique, proposition 26, corollaire. Alors je rappelle, je ne sais pas si je l'ai dit, un corollaire, c'est un sous-théorème. Les propositions de l'éthique sont, en bonne logique hypothético-déductive, en bonne logique d'une théorie mathématique, enfin d'une théorie axiomatisée, dans laquelle on parle de définition et d'axiomes. Les propositions de l'éthique sont des théorèmes. Ce sont des théorèmes. Eh bien, ces théorèmes sont quelquefois accompagnés de théorèmes secondaires. Ceux qui ont fait des mathématiques
connaissent ce terme de corollaire. Un corollaire, c'est un théorème secondaire qui est corrélatif à un théorème principal dont il est une conséquence annexe, si vous voulez. Donc, deuxième partie, proposition 26, corollaire. Dans la démonstration de ce corollaire, on trouve cet énoncé que je vais vous donner, on va prendre le temps de pouvoir le noter, qui est une définition de l'imagination. Alors voici ce qu'écrit Spinoza. Quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps, quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps, nous disons qu'il imagine. Point, fin de citation. Quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps, nous disons qu'il imagine. Il est impératif d'expliquer cette définition de l'imagination. Il y a imagination, donc, quand l'esprit humain considère, je suppose, mais je n'ai pas le texte latin ici à l'esprit ni sous les yeux, je suppose que le verbe qu'a utilisé ici Spinoza et qui est traduit par considérer, c'est le verbe contemplar, dont j'ai déjà dit, me semble-t-il, si je me souviens bien, dont j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas le prendre en un sens esthétique, une contemplation admirative devant la beauté de quelque chose. Contempler, ça veut dire simplement considérer. Considérer la chose, la regarder, mais bien sûr la regarder avec les yeux de l'esprit. Donc considérer est en effet le terme le plus adéquat pour traduire contemplar. Quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps. Reprenons l'exemple qu'a choisi Spinoza lui-même pour illustrer cette notion d'idée inadéquate, l'exemple du soleil vu à travers la brume à 200 pas. Nous avons donc le soleil, nous avons celui qui le contemple, mais encore une fois, pas parce qu'il s'extasie devant la beauté du coucher de soleil, mais simplement parce qu'il regarde le soleil, contemple, il considère le soleil. Alors il est là, bonhomme là, et il est content parce qu'il voit le soleil, bien sûr, il se dit que bientôt il va faire chaud, il est là, et il contemple. Bon. Et il contemple, c'est-à-dire que il est dans une situation telle que nous l'avons tous, évidemment, vécu 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois peut-être, dans la vie la plus quotidienne, à savoir que, si vous voulez, voir le soleil, ça signifie pour lui quoi? Ça signifie qu'il sait qu'il y a quelque chose là-bas qui est le soleil, il sait que c'est très loin, en général, il sait que c'est très loin, nous considérons que nous avons affaire à une personne qui vit à l'époque contemporaine et qui a donc un minimum d'instruction. Il sait que le soleil est très loin, il ne sait pas forcément parce qu'il n'a pas appris de l'astronomie ou parce qu'il ne s'en souvient plus que le soleil est à 150 millions de kilomètres, mais enfin il sait que c'est très très loin. Mais donc il sait que c'est très loin. Il voit le soleil et de quelle façon se représente-t-il justement cette situation dans laquelle il se trouve? Eh bien, il y a un objet et cet objet, il en forme dans son esprit. Alors, on va faire ça à la manière des bulles de bande dessinée. Il en forme dans son esprit eh bien, ce que Spinoza appelle une idée qui est une espèce de copie, une espèce de reproduction. C'est une image. On va la représenter comme ceci, parce que, évidemment, l'idée qu'il a du soleil, même s'il ferme les yeux et qu'il décide de se représenter le soleil, la représentation imaginaire imaginante qu'il aura du soleil, n'aura évidemment pas la vivacité, la force, qu'a la perception elle-même. Donc, alors attention, parce qu'ici, je n'ai pas nécessairement dit qu'il imaginait le soleil. Non, là, ce que j'ai représenté, c'est soit l'imagination s'il ferme les yeux, mais là, il a les yeux ouverts, comme vous avez remarqué, et il perçoit. Donc là, ce que j'ai ici, c'est la perception. Il sait très bien, par exemple, lui sait très bien, cet homme qui est en train de percevoir le soleil, il sait très bien que cette perception du soleil n'est pas aussi, par exemple, brillante, aussi forte, aussi puissante qu'est le soleil, que serait le soleil si, par exemple, il s'en approchait. Bon. Donc, il perçoit le soleil, et ce que j'ai figuré ici par ce schéma, c'est la perception qu'il a du soleil. Donc, la situation est simple, si vous voulez. Il y a le soleil,
Et il y a la présentation qui est faite à son esprit de ce soleil, et cette présentation équivaut dans son esprit à une sorte de copie ou d'image. Ce que dit Spinoza dans cette définition de l'imagination, c'est que les choses sont plus compliquées que nous l'avons dit dans la description de ce schéma. Quand l'esprit humain considère les corps extérieurs, ce qui est le cas ici, par les idées des affections de son propre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas dans ce scénario, dans ce schéma de présentation des choses, il n'y a pas une impression, prenez ça au sens littéral, quelque chose qui s'imprime. Il n'y a pas impression dans la conscience, dans l'esprit de celui qui perçoit, d'une trace ou d'une image du soleil. Il se passe quelque chose de plus compliqué qui est la chose suivante. C'est que, en fait, ce bonhomme, il n'y a pas le bonhomme et le soleil. Bien sûr, il sait en particulier, celui qui contemple le soleil un matin d'hiver par brouillard, il sait qu'entre le soleil et lui, il y a en effet un petit peu de brume, ou beaucoup de brume, et que c'est ce qui fait que le soleil ne lui apparaît pas tout à fait comme il lui apparaîtrait si le soleil se levait dans un matin parfaitement clair. Mais qu'est-ce qui se passe pour ce bonhomme? Il se passe ceci, que le soleil fait avec lui, concomitamment avec lui, le soleil fait partie d'un dispositif d'ensemble, d'un dispositif global, dont le soleil est une pièce, dont le brouillard est une pièce, dont lui-même est une pièce qu'il faut décomposer. De même qu'on pourrait décomposer le soleil en ses parties constitutives, ses parties physiques, le brouillard aussi. Le brouillard, ce sont des gouttelettes d'eau. Chaque gouttelette d'eau a sa structure. La lumière qui se propage à l'intérieur du brouillard a aussi sa structure physique. Quant à lui, eh bien, il a une structure physique qui est la structure anatomique de son œil. Cet œil, il est relié au cerveau par le nerf optique, et le cerveau lui-même a une structure anatomique dont on sait, parce que ça, si l'on ne sait qu'une chose du cerveau, même si on n'en sait pas beaucoup sur le cerveau, une chose est certaine pour celui qui n'a pas beaucoup d'instruction en neurosciences, c'est que cette structure anatomique du cerveau, eh bien, est une chose extraordinairement complexe. Peut-être même a-t-il entendu dans une émission de vulgarisation dire ceci qui est probablement vrai, c'est aujourd'hui le cerveau humain la chose la plus complexe que nous connaissions dans l'univers. Nous ne connaissons dans l'univers rien qui atteigne un tel degré de complexité que le cerveau humain. Et donc, en réalité, est réalisé dans cet ensemble soleil, brouillard et homme contemplant le soleil, est réalisé un dispositif d'une grande complexité. Et ce dispositif est évidemment parcouru par un très dense réseau d'interactions de cause à effet, d'interactions causales. C'est-à-dire que, bien sûr, le soleil émet de la lumière, les gouttelettes d'eau du brouillard, eh bien, elles interagissent avec cette lumière de façon à modifier la direction, peut-être à modifier la composition aussi, des choses qui peuvent se produire à ce niveau-là, par exemple des phénomènes semblables à l'arc-en-ciel. Et à l'intérieur de ce corps se produisent aussi des actions causales. Il y a évidemment un rapport de cause à effet à l'endroit où, par exemple, se produit l'impact des rayons lumineux sur l'œil, sur la rétine. Les phénomènes qui ont leur siège dans le nerf optique et dans le cerveau sont aussi des phénomènes qui sont réglés par des rapports de causalité. Alors ici, les rapports de causalité sont l'objet de la connaissance de la physique, là, objet de la connaissance de la biologie, et ensuite, quand on arrive dans le cerveau, objet de la connaissance pour cette discipline qui regroupe plusieurs disciplines, sous le nom de neurosciences au pluriel. Eh bien, ce que vous dit Spinoza dans cette définition, c'est que l'esprit humain, dans ce cas-là, considère ce corps extérieur qu'est le soleil par les idées des affections de son propre corps. C'est-à-dire que ce corps qui est le sien est affecté. Il est affecté, et ça ne veut rien dire d'autre que modifié. Ce corps est modifié. Il est modifié par l'ensemble des causes
qui s'exerce sur lui, qui se concentre en lui, et on peut dire que, si vous voulez, les phénomènes qui se produisent dans le cerveau au moment où ce bonhomme contemple le soleil sont, comment dire, le point terminal, l'aboutissement, le terme final de tout cet ensemble de réseaux de causalité, de ce réseau d'interaction. Tout vient converger en ce lieu qu'est le cerveau, qui lui-même est bien sûr dans le processus de perception, puisqu'il s'agit ici de perception. Le cerveau lui-même, dans ce processus de perception, eh bien, continue d'être le siège, le lieu de multiples interactions causales. Et tout ça vient se concentrer ici. Et ce que nous dit Spinoza, c'est qu'il faut évidemment sortir de cette illusion qui nous fait croire, parce que c'est comme ça que nous voyons les choses, spontanément, naturellement, immédiatement, cette illusion qui nous fait croire que dans la perception, l'idée qui se forme dans mon esprit est une copie qui vient de la chose et qui vient se projeter dans mon esprit, un peu comme on pourrait projeter une image sur un écran. En réalité, il y a un dispositif d'une grande complexité, d'une grande richesse, qui produit, au sein duquel se produisent des interactions causales multiples, qui viennent, si vous voulez, se focaliser, se concentrer sur ce lieu particulier du corps, car c'est quand même un lieu assez particulier, qui est le cerveau. Et le corps, donc, est affecté d'une multitude de manières, ces affections venant trouver leur traduction, leur expression ultime au niveau de cet organe, corporel toujours, parce que le cerveau est une partie du corps, trouver leur traduction finale dans la modification du cerveau. Ce qui veut dire que c'est l'ensemble du processus, disons, du phénomène, du dispositif qu'il faut prendre en compte. Et dès lors qu'on a compris que ce phénomène de perception, qui est une idée, car je répète, c'est une parenthèse qui n'est qu'une répétition, mais il faut peut-être le redire, qui est idée, on appelle idée, tout contenu mental qui renvoie à quelque chose, qui a un objet, qu'on appelle son idéa. Donc ici, la perception que ce bonhomme a du soleil, car il s'agit bien d'une perception, eh bien, elle a le caractère d'une idée, puisqu'elle renvoie à un objet. Cet objet, c'est le soleil. Il sait, là, celui-ci, là, qui est ici, que j'ai représenté, il sait qu'il regarde, qu'il contemple, qu'il considère quelque chose qui est le soleil. Eh bien, ce que nous dit Spinoza, c'est que nous n'avons absolument aucune raison de considérer que le résultat final de tout ce réseau d'interactions constitue en quoi que ce soit une image ou une représentation qui viendrait du soleil et qui viendrait se décalquer dans notre esprit, même éventuellement au prix d'un certain appauvrissement ou d'une certaine atténuation ou d'un certain affaiblissement. Parce qu'en effet, nous sommes tout à fait prêts à considérer que la perception que nous avons du soleil, lorsque nous le regardons, même sans brume d'ailleurs, est une perception qui en atténue considérablement les caractères. D'abord, c'est plus petit, on sait que le soleil c'est très 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 gros, c'est-à-dire que bon, quelqu'un qui a feuilleté un livre d'astronomie peut savoir, par exemple, je vous le représente en gros, si ça c'est la courbe du soleil, la Terre c'est ça à peu près, voilà. Les tailles respectives de la Terre du soleil c'est ça. Bon, vous voyez, là j'ai dessiné la courbe du soleil, voilà, donc je repasse un peu, et les tailles respectives, c'est ça. Alors ça, celui qui contemple le soleil, il peut en avoir vaguement une idée, mais enfin, il a quand même au fond, la conviction que ce qu'il voit, et c'est une perception, donc une idée, puisque la perception a un objet ici qui est le soleil, notez bien que là, j'ai pris l'exemple d'une perception, Spinoza prend l'exemple d'une perception, mais ça vaudrait aussi si, par exemple, l'idée que ce bonhomme se fait du soleil n'était plus une idée consistant directement en une perception, mais si c'était une idée, par exemple, qu'il avait reçue de ce qu'on lui a dit du soleil, ou de ce qu'il a lu sur le soleil, ou des multiples observations qu'il aurait pu réaliser lui-même sur le soleil. Après tout, on peut imaginer un astronome amateur qui fait beaucoup plus que contempler le soleil le matin en allant se promener ou promener son chien, quelqu'un qui s'est intéressé au soleil, qui l'a contemplé avec des instruments grossissants, prenant les précautions qu'il est nécessaire de prendre pour considérer un objet comme le soleil. Donc ça pourrait être... Alors là, c'est une idée, c'est une perception, donc c'est une idée,
puisque c'est un contenu mental qui a un objet, mais ça pourrait être une idée plus, si vous voulez, plus abstraite, plus générale, qui viendrait donc de ses lectures, ou même de ce que lui auraient dit des gens qui en savent plus sur le Soleil que lui, ou peut-être moins d'ailleurs, hein, parce qu'après tout, l'idée qu'il se fait du Soleil, c'est une idée qui doit peut-être quelque chose à ce qu'on lui a raconté des gens qui ne savaient rien du tout du Soleil, ou qui en savaient très peu, ou qui savaient mal. Ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que rien n'est de nature à nous persuader que le résultat final de cette opération, que le produit final de tout cet enchaînement de causes, de tout ce réseau d'actions et d'interactions, rien ne nous permet de considérer que ce produit final soit une image, un reflet, quelque chose comme une copie, même imparfaite, de la chose. Mon corps est modifié. Oui. À supposer que ce personnage soit aveugle. Oui. Il aurait une notion du soleil ou une image, une idée du soleil qui serait une source de chaleur, sans pour autant comprendre l'image telle qu'il la voit. Alors, si on admet quelqu'un qui est aveugle, il a là, l'aveugle qui sort de chez lui quand il y a du soleil, on ne peut pas tout à fait dire. Alors, attention, parce que là, il faut se méfier quand on parle de l'expérience d'une personne qui est aveugle. Et je ne voudrais pas m'avancer trop, parce que la question ici, la question qui se pose nécessairement avec cet exemple, c'est la différence entre ce qu'on appelle une sensation et ce qu'on appelle une perception. Si vous vous imaginez aveugle, ou tout simplement vous sortez au soleil en fermant les yeux, ce que vous avez, c'est une sensation de chaleur. Une sensation de chaleur, ça n'est pas encore ce qu'on appelle une perception, dans la mesure où la perception, c'est une idée en tant que ça renvoie à un objet. C'est-à-dire que j'ai une perception, je ne peux affirmer que j'ai une perception que si le vécu mental subjectif que j'ai me fait signe vers un objet, qui est identifiable comme objet. Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes chez vous, toute fenêtre fermée, vous pouvez dire « j'entends un avion ». J'entends un avion. C'est-à-dire vous n'avez, en toute rigueur, que la sensation d'un son. Vous avez un son unique qui a son profil, qui a son identité. Il va, par exemple, devenir de plus en plus intense, puis l'intensité va diminuer au fur et à mesure que l'avion va passer. Mais vous avez affaire à un son. Vous ne voyez pas d'avion, mais vous entendez. Et vous dites bien « j'entends un avion ». Parce que vous êtes parfaitement capable de distinguer, quand vous entendez le son de l'avion du son de l'hélicoptère. Et vous allez dire, j'entends un hélicoptère, j'entends un avion, j'entends une voiture, ou j'entends une moto. Et donc, là, vous êtes à la limite entre la sensation et la perception. Et alors là, je ne m'avancerai pas beaucoup, parce que je ne sais pas dans quelle mesure une personne qui est privée de la vue, et d'ailleurs, il y a des degrés aussi dans la cécité, je ne sais pas dans quelle mesure elle est apte, et je crois qu'elle est apte, mais d'une façon sans doute assez différente, à constituer l'objet soleil à partir d'une sensation de chaleur qui lui est donnée quand elle est dehors, et quand elle sait par ailleurs un certain nombre de choses qui lui interdisent de penser que, par exemple, cette sensation de chaleur qui l'envahit quand elle ouvre la porte et qu'elle sort de chez elle, pourrait venir, par exemple, d'une source artificielle, d'un feu, etc. Vous voyez ? Parce qu'à la limite, une personne aveugle pourrait, sortant de chez elle, dire « Ah, soit il fait soleil, soit il y a le feu pas loin, soit... » non, je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en situation d'être confrontée à une sensation dont elle va se demander comment il faudrait l'interpréter. Elle a probablement une capacité d'accéder plus directement, plus significativement à l'objet que nous ne l'aurions si nous étions simplement artificiellement, pour un moment, parce qu'on nous bandait les yeux ou qu'on nous mettait une cagoule sur la tête, privés de la vue. Donc, je ne sais pas trop ce que je répondrais à cette question. Mais il est évident, par exemple, qu'à telle sensation dont vous êtes privé, vous pouvez substituer, ou plutôt vous pouvez suppléer à telle sensation dont vous êtes privé, d'autres sensations qui seront tactiles, qui seront d'un autre ordre. Bon, par exemple, si vous avez une sensation de chaleur en entrant dans une pièce, même si vous ne voyez pas le feu, vous allez rapidement constituer l'objet feu à partir de l'odeur, par exemple, l'odeur typique du feu de cheminée. Donc là, on entre dans des cas qui supposeraient des analyses particulières, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, dès lors que sera formée une idée, c'est-à-dire un contenu mental renvoyant à un objet,
dès lors que cet événement se sera produit, si vous voulez, nous serons dans la configuration décrite par Spinoza. Ce qui se passe dans l'esprit du sujet considéré, c'est l'effet de la façon, ou plutôt des multiples façons dont son corps est affecté, dont le corps est affecté. C'est-à-dire la multitude des manières dont le corps est modifié. Donc, cette façon de définir l'imagination nous fait comprendre en quel sens l'imagination ne peut pas être regardée comme livrant une connaissance, comme délivrant une connaissance. Ce qui ne veut pas dire que si l'imagination est un certain mode de fonctionnement de l'esprit, ce qui ne veut pas dire que tout ce qui procède de ce mode de fonctionnement sera faux. Spinoza ne vous dit pas, lorsque vous considérez les corps extérieurs par le truchement, par l'intermédiaire, ou plutôt quand vous écoutez ce que vous disent les sens, par exemple, ou ce que vous disent les autres quand ils vous parlent, ou ce que vous disent les livres quand vous les lisez, eh bien, quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées, en passant par les idées des affections de son propre corps, des modifications de son propre corps, il ne vous dit pas tout ce que vous pensez à ce moment-là est faux. Il ne dit pas du tout ça. Il est tout à fait possible que ce qui vous vient de cette manière à l'esprit contienne des choses vraies au sens traditionnel de l'idée d'adéquation, au sens ancien, disons, du mot adéquation, qui consiste dans la conformité, dans la ressemblance, si vous voulez, de l'idée avec son objet. Et c'est pour ça que Spinoza conserve d'ailleurs cette idée d'adéquation, cette idée classique, traditionnelle d'adéquation comme correspondance de l'idée à l'objet. Mais simplement, ça ne suffit pas parce que il est tout à fait envisageable que la trace que va laisser dans votre cerveau, donc dans votre esprit, puisque surtout pas parce que le cerveau produit l'esprit, surtout pas parce que le cerveau causerait en nous des phénomènes qui seraient de nature mentale. Non, parce que l'esprit et le corps sont une seule et même chose. Les deux attributs de l'étendue corps et de la pensée, ce que j'ai appelé aussi esprit, étant les deux attributs de la substance et ne faisant qu'une seule et même réalité. L'esprit et le corps sont une seule et même chose. Cela veut dire que la perception vécue, sensible, lorsque j'ai la sensation du soleil, la perception vécue subjective, en première personne, elle est l'équivalent de ce qui se passe au même instant dans mon corps et qui consiste ici, en l'occurrence, en modification du cerveau. Ça ne revient pas à dire que ce qui se passe dans le cerveau produit ce qui se passe dans l'esprit. Simplement, dans l'esprit, si vous voulez, se réplique ou se duplique le processus qui se produit dans le corps, processus qui lui-même est un effet sur le mode causal des relations de cause à effet de toutes les causes dont je suis environné. Voilà, exactement, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc quand l'esprit humain considère les corps extérieurs par les idées des affections de son propre corps, nous disons qu'il imagine. Voilà, ce dont, quand je perçois quelque chose, ou quand je me représente une chose extérieure par ce qu'on m'en a dit, ou par ce que j'en ai vu, ou par ce que j'en ai compris en lisant des livres, eh bien, ce qui se trouve dans mon esprit, ça n'est jamais que ce que produit l'ensemble, la multitude, la plénitude des relations causales au sein desquelles je me trouve pris, et au sein desquelles je me trouve pris d'abord par la position de mon corps. Et cela est vrai dans tous les cas. Je répète, ce qui se produit dans mon esprit simplement par le jeu des causes qui viennent finalement s'appliquer en produisant leurs effets à mon corps, et plus spécialement à mon cerveau, eh bien, sur le mode, je dirais, absolument contingent et même aléatoire de la situation,
dans laquelle je me trouve à l'instant présent et dans la multitude des situations dans lesquelles je me suis trouvé au cours de mon existence. C'est-à-dire que, bien sûr, la perception que j'ai du soleil à l'instant présent où je me trouve dehors parce que je suis sorti de chez moi le matin et qu'il y a de la brume et que le soleil transparaît à travers la brume, ça, si vous voulez, c'est une situation qu'on peut décrire dans la quasi-instantanéité du présent. Mais il faut bien comprendre que les idées que je vais avoir formées de n'importe quelle réalité à laquelle j'ai été confronté une fois, plusieurs fois, très souvent, voire toujours, constamment, eh bien, les idées que je formerai de cette réalité, elles seront l'effet, elles traduiront plus exactement l'effet dans mon corps de l'ensemble des causes qui ont agi de telle façon à ce que mon corps soit affecté d'une façon quelconque. Et quelquefois d'une multitude de façons qui se répartissent dans la durée. Alors, dans le traité de la réforme de l'entendement, au paragraphe 84, traité de la réforme de l'entendement, donc cet écrit de jeunesse inachevé dont j'ai déjà un peu parlé, dans ce traité intitulé « De la réforme de l'entendement », réforme n'est pas un mot peut-être idéal pour traduire le mot latin emendatio. Emendatio, et l'emendatio, c'est plutôt, ça pourrait se traduire par purification, ça pourrait se traduire par même nettoyage, puisque emendare, en latin, c'est enlever une tâche. Donc c'est effectuer un travail, si vous voulez, oui, de purification. D'ailleurs, on a quelquefois traduit par traiter de la purification de l'entendement. Alors, je reviendrai plus tard sur cette question de traduction parce que c'est intéressant. Mais enfin, au paragraphe 84, nous lisons ceci, qui est une espèce de conclusion qui arrive au terme de l'analyse de l'imagination et donc des idées inadéquates. Il s'adresse au lecteur et il lui dit ceci. Si ça te chante, si ça te plaît, donne ici au mot imagination n'importe quelle acception, c'est-à-dire n'importe quelle signification, donne ici au mot imagination n'importe quelle signification que tu veux, à ta guise, pourvu que ce soit, alors Spinoza dit deux choses, pourvu que ce soit, et la première condition, on va la mettre de côté pour l'instant, on la comprendra mieux plus tard, il dit pourvu que ce soit quelque chose de différent de l'entendement. Pourvu que ce soit quelque chose de différent de l'entendement. Entendement, intellect, intelligence. Donc, imagination, vous pouvez comprendre tout ce que vous voulez à ce mot, à condition que vous excluiez ce que signifie le mot entendement, entendre, comprendre, sur le mode intellectuel. Pourvu que ce soit quelque chose de différent de l'entendement, et que ce soit quelque chose, par quoi l'âme est la condition de patient. Par quoi l'âme est la condition de patient? Eh bien, l'âme de ce bonhomme que j'ai dessiné ici, elle est dans la condition de patient, au sens presque médical, au sens où il est dans la situation de celui qui subit. Patior en grec, c'est subir. Subir, c'est indirectement aussi souffrir. D'où vient le mot passion, qui peut signifier souffrir, et bien sûr l'exemple de la passion avec le P majuscule, c'est la souffrance du Christ sur la croix. Ici, celui qui perçoit, mais je répète, c'est aussi celui qui se représente, celui qui comprend d'une certaine manière une chose par le jeu des multiples influences causales qui se sont exercées sur son corps en tant que ce corps se trouvait à tel endroit, à tel moment, ou a traversé au cours de l'existence telle succession d'expériences. Eh bien, l'âme, l'esprit de ce sujet est en situation de patience, c'est-à-dire qu'il subit. Voilà. Il subit. Qu'est-ce qu'il subit? Eh bien, il subit une multiplicité d'influences causales dont va résulter, dont va procéder, sur le mode de la passivité complète pour l'esprit de ce sujet, dont va procéder une certaine idée de la chose. Voilà. L'idée de la chose, il va l'hériter, si vous voulez,
il va la recevoir, mais passivement, de la multitude des influences causales au carrefour desquelles s'est trouvé son corps. Donc si cela te plaît, donne ici à l'imagination, au mot imagination, n'importe quelle acception que tu veux, n'importe quelle signification, pourvu que ce soit, premièrement, quelque chose de différent de l'entendement, et là on reviendra plus tard sur cette condition, et deuxième condition, quelque chose par quoi l'âme est la condition de passion. Voilà, j'imagine quand mon esprit est passif. L'imagination est ce régime dans lequel l'esprit forme des idées sur le mode de la passivité lorsqu'il a un statut passif. Seulement, le malheur, c'est que de cette passivité, nous ne sommes pas conscients, parce que nous n'avons pas conscience de l'immense complexité des réseaux de causes et d'effets qui président à la constitution, à la formation de nos idées. Alors bien sûr, même celui qui n'est pas très instruit d'astronomie, de physique, de biologie ou de neurosciences, il sait bien que quelque chose de ce genre-là se passe, si vous voulez. Il sait bien au fond quand même que oui, l'image qu'il a du soleil dans son esprit, elle résulte de quelque chose de ce genre-là. Il reste quand même que dans l'immense majorité des cas, il vivra sa perception, s'il s'agit d'une perception directe, il voit le soleil en direct. Dans l'immense majorité des cas, il ne pourra pas s'empêcher de voir quelque chose comme une copie de la réalité qui est l'objet de sa perception. Mais dans une infinité d'autres cas plus compliqués, il n'aura aucune raison de soupçonner, de suspecter la représentation qu'il lui est donnée sous l'effet de ce réseau de causes, d'être au fond déterminé entièrement, ou disons dans une très large mesure, déterminé par la situation où se trouve son corps, les situations multiples où s'est trouvé son corps durant son existence. Quand je dis situation, il faut le prendre au sens matériel. Son corps s'est trouvé à tel moment, à tel endroit, à telle époque, dans le sein de tel type de culture ou de civilisation, et il a effectué telle trajectoire dans l'existence. Une vie humaine, c'est une trajectoire, c'est la trajectoire d'un corps. Il faut toujours que mon corps soit quelque part. Et au fur et à mesure que le corps va traverser cette succession d'expériences, il va être affecté. Il va être affecté d'un très grand nombre de manières, et la multiplicité de ces affections vont se traduire par un état de cette certaine partie un peu privilégiée de son corps qu'est le cerveau, dont l'équivalent va être dans l'attribut pensée, tout un monde de pensées, d'idées, de représentations. Et là, on pourrait multiplier les exemples à partir de cet exemple du soleil. Je ne sais pas, moi, par exemple, prenons... Il est évident que j'ai, moi, par exemple, une certaine configuration d'idées, mettons, on pourrait prendre autant d'exemples qu'on voudrait, mais j'ai une certaine configuration d'idées, aussi bien, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, que sur la différence sexuelle, par exemple. Voilà, que sur les hommes, les femmes. La question les hommes, les femmes. La question le conflit israélo-palestinien. J'ai toute une constellation de représentations, d'idées, par conséquent de croyances, puisque une croyance est une idée aussi, elle a un objet. Et tout ça existe dans mon esprit. Et comment tout cela s'est-il installé dans mon esprit? Eh bien, évidemment, pour une part au moins, quelle part? Ce sera tout le problème. Mais pour une part au moins, tout ça s'est installé, toute cette configuration d'idées s'est installée, progressivement au cours de mon existence, par les expériences que j'ai traversées, parce que je n'aurais certainement pas la même représentation du conflit israélo-palestinien, selon que je serais resté quasiment toute ma vie sur le territoire français, ou que j'aurais visité le Proche-Orient, et que je me serais rendu, par exemple, je ne sais pas, à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem, que je me serais rendu à Tel Aviv, que je me serais rendu peut-être en Égypte, en Jordanie ou au Liban. Et il est évident que quelqu'un dont le corps a effectué cette trajectoire, je dirais bien, dont le corps a effectué cette trajectoire, ne sortira pas de l'existence avec, dans l'esprit, les mêmes traces reçues passivement que celui qui n'a pas effectué ce parcours,
qui en a effectué un autre. Vous avez celui, par exemple, dont le corps se sera trouvé très régulièrement, tous les soirs à l'heure du repas du soir, devant le poste de télévision et devant je ne sais quelle chaîne. Alors, il aura pu manger en regardant la télévision devant TF1, il aura pu manger devant la télévision en regardant Arte, ça ne donnera peut-être pas tout à fait les mêmes représentations dans son esprit, probablement pas, mais enfin, il aura eu le corps quelque part, il aura fait quelque chose avec ce corps à ce moment-là. De la même façon que la représentation que j'ai, par exemple, de la différence sexuelle au sein de l'humanité, la représentation que j'ai de la femme, par exemple, il est évident qu'elle est tributaire du fait que mon corps a effectué une certaine trajectoire qui a commencé en 1956 et qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui 2024. Bon, jusqu'où ça ira, ça c'est une autre question, mais pour l'instant qui ne nous intéresse pas tellement. Ce qui est sûr, c'est que ça a commencé en 1956 et que ça s'est poursuivi jusqu'à 2024. Bon, et de façon, je dirais, bon, assez banale, assez régulière, voilà, bon, mon corps n'a jamais été immobilisé longtemps au même endroit. Bon, ben, cette expérience, ces multitudes d'expériences que j'ai traversées, elle est peuplée, par exemple, de données venant de mon éducation. J'ai été éduqué, par exemple, je trouve que j'ai été éduqué à Paris, dans la petite enfance, j'étais parisien dans ma petite enfance. Je suis allé au lycée. Bon, bah ce lycée était un lycée de garçons, par exemple. Et certainement, quelqu'un qui a fréquenté jusqu'au baccalauréat un lycée de garçons n'a probablement pas tout à fait la même idée, par exemple, si c'est un garçon de la femme, que celui qui est allé dans un lycée mixte. Bon, je ne sais pas quel a été l'effet sur la représentation que j'ai de la femme, du fait que, par exemple, quand j'ai eu mon baccalauréat sortant d'un lycée de garçons, j'ai atterri en classe préparatoire dans un lycée où j'étais le seul garçon. Bon, alors... ça a peut-être eu des conséquences, j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que les psychologues aiment nous dire, par exemple, que la représentation qu'un homme se fait de la femme est dans une large mesure tributaire, par exemple, des rapports qu'il a eu avec sa mère, de la personnalité de sa mère. C'est sûrement tributaire aussi, évidemment, par exemple, de ses fréquentations amicales et bien sûr de son expérience, de ses expériences sexuelles ou sentimentales. Eh bien, c'est ça que veut dire, donc, c'est ça que veut dire être en situation de patient. Je n'ai pas dit, et ne faites pas dire à Spinoza ce qu'il ne dit pas, il ne dit pas du tout, que les vicissitudes de notre existence concrète, que la trajectoire de notre corps nous condamne à n'avoir dans l'esprit que ce type d'idée reçue sur le mode de la passivité. Il ne dit pas ça. Pour l'instant, j'en suis à l'analyse, si vous voulez, ou à la description de ce que veut dire imaginer et former des idées inadéquates. En quoi ces idées sont-elles inadéquates? Et en quoi retrouvez-vous, si vous voulez, une certaine idée tout à fait, une signification tout à fait commune de l'adjectif inadéquat? Vous savez ce que ça veut dire, un comportement inadéquat, une attitude inadéquate, des paroles inadéquates. Eh bien, ça veut dire que ben, ça ne va pas, quoi. Ça veut dire que ce n'est pas l'idéal, ça veut dire que ce n'est pas très approprié, ça veut dire que ce n'est pas très adapté. C'est ça que ça veut dire adéquat de façon la plus simple possible, la plus banale possible. Eh bien, vous comprenez bien que des idées qui ont été reçues de cette manière seront des idées dont nous voyons tout de suite, dont nous concevons tout de suite que leur formation dans l'esprit est placée fondamentalement, essentiellement sous le régime de l'aléatoire. De l'aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a, si vous voulez, il n'y avait pas spécialement de raison pour que telle idée de tel événement historique, de telle situation, de telle institution, de telle personne particulière s'installe dans mon esprit. Il n'y avait aucune raison pour que cette idée s'installe dans mon esprit qui justifie que cette idée y soit plus et mieux à sa place qu'une autre idée. Simplement, j'ai un certain nombre d'idées sur le conflit israélo-palestinien, sur le rapport entre les hommes et les femmes, sur tous les sujets possibles et imaginables, sur le lycée, parce que c'est vrai que j'ai été à le lycée, forcément, le fait d'être entré au lycée en 1967, d'y être resté jusqu'en 1976, tout le bac et les classes préparatoires, d'avoir connu une petite interruption, une petite suspension, une petite parenthèse qui va de 1976 à 1981 et dire hop, on revient au lycée et on est prof jusqu'en 2019.
Alors, évidemment, forcément, ça doit créer une certaine situation, je dirais, particulière pour celui qui a formé de cette manière des idées sur le lycée, et une situation dans laquelle on mesure bien ce que peut être la part de passivité, parce que forcément, vous êtes payé par une institution, vous vivez de cette institution, vous baignez autour de gens qui vous racontent des trucs sur cette institution, et même si d'ailleurs vous êtes en situation de contestation de l'institution, eh bien, vous avez beau contester, les idées que vous formerez du lycée seront déterminées aussi par ce rapport de contestation, peut-être même de refus, parce qu'il y a des profs qui traversent tout leur enseignement dans le lycée par, disons, dans une attitude qui est plutôt de contestation, de refus, ça existe, et ce n'est pas forcément le pire d'ailleurs. C'est pas forcément pire que celui qui, par exemple, qui adhère à toutes les directives, qui adopte toutes les conduites que les inspecteurs lui dictent. Je ne prends pas parti là-dessus, hein, mais enfin, c'est pour dire que, de toute façon, quelque chose sera hérité sur ce mode de la passivité. Et Spinoza ne nous dit pas que vous n'aurez, au terme de votre trajectoire, ou que vous n'avez à l'instant T de votre trajectoire corporelle dans le monde, que des idées de ce type. Mais vous comprenez bien que vous en avez forcément. Et vous savez que ces idées, quand même, c'est pas l'idéal. Parce que, vous voyez, vous connaissez le discours de celui qui vous dit « Ah, tais-toi, moi j'y étais. » Bon, j'y étais. Bon, toi, t'as vu ça dans les bouquins, t'as entendu parler de ça par tes parents, moi j'y étais. Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous dites, oui, il y était. Bon, et alors? Sans doute, ça lui confère un certain droit à penser certaines choses et à parler de ces choses quand il évoque son expérience. C'est vrai, enfin, c'est difficilement contestable. Vous ne pouvez pas traiter par le mépris absolu la parole de celui, moi je ne sais pas, qui était dans les tranchées de Verdun, bon, il n'a plus maintenant, mais enfin, qui était dans les tranchées à Verdun, ou qui, je ne sais pas, est passé par l'expérience de la déportation, qui a combattu de je ne sais où dans le monde, sous je ne sais quel uniforme de je ne sais quelle armée. Vous ne pouvez pas dire ça vaut rien. Mais en même temps, vous savez à quel point le fait d'y avoir été ne constitue pas une validation de tout ce qu'on va dire. J'y étais. Oui, vous allez dire, oui, tu étais là, justement. Tu étais là, mais ça veut dire que tu n'étais pas ailleurs. Hein, par exemple, tu étais à Verdun, mais tu n'étais peut-être pas ailleurs sur le front de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce que tu as vu, c'est ce que ta situation particulière te permettait de voir. Ça, c'est le régime de la passivité. Encore une fois, ce régime de l'imagination n'est pas synonyme de fausseté. Mais vous comprenez bien que, en tant que nos idées se forment de cette manière-là, eh bien, elles résultent de tout ce qu'il y a d'aléatoire, de contingent dans notre parcours existentiel. Voilà. Et donc, cela veut dire qu'il y a une espèce de nécessité, on pourrait presque dire de fatalité d'ailleurs. Quand Spinoza parle de nécessité, on peut souvent dire c'est de la fatalité, à condition, quand même, je veux bien qu'on dise fatalité. Oui, par exemple, il était fatal que celui ou celle qui a vécu dans une situation de, par exemple, de misère matérielle et par conséquent souvent, très aussi, ça va avec très souvent, une situation de misère culturelle, eh bien, il est fatal probablement que ces idées sur certaines questions, sur certains aspects du monde soient, par exemple, très, très pauvres, très réduites, manque de richesse, et de subtilité, de complexité. Alors, je veux bien que vous disiez fatalité à condition d'oublier dans le mot fatalité la racine ici, fa, qui envoie la parole. L'enfant, c'est celui qui est infans en latin, c'est-à-dire celui qui est sans parole, celui qui ne parle pas. L'enfant, c'est celui qui ne parle pas. Hein, il faut distinguer du mot latin qui signifie le mot latin puer, qui est l'enfant, mais à un âge plus avancé, qui lui parle, qui s'exprime. Donc, attention, je dis éliminer cette signification, parce que s'il y a une fatalité spinoziste, je veux bien en effet qu'il y ait une fatalité spinoziste, on y reviendra sûrement d'ailleurs beaucoup plus tard, c'est pas la fatalité de quelque chose qui a été dit. C'est pas, aujourd'hui d'ailleurs on dirait pas c'était dit, on dirait c'était écrit. Mais ce n'est pas
si vous voulez, un décret qui tombe d'une puissance supérieure et qui viendrait peser sur nous. Non, c'est la nécessité universelle de la nature, celle que je viens de décrire ici dans ce cas particulier. C'est une nécessité, mais qui n'est pas un destin promulgué par une autorité qui serait en situation de nous manipuler comme des marionnettes, si vous voulez. Ce n'est pas du tout ça, la nécessité spinoziste. Mais il est vrai qu'elle présente des aspects souvent apparentés à la fatalité, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, voilà comment, très souvent, je dirais même, les choses se passent toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se passent toujours que comme ça. Les choses se passent toujours comme ça, cela veut dire qu'il nous est impossible d'échapper totalement à cette situation de passivité. C'est impossible, vous comprenez pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Vous comprenez que personne ne peut échapper à cette, utilisons le mot, n'ayons pas peur, fatalité, que la configuration des idées qui constituent son esprit, puisque je le répète, l'esprit est constitué d'idées, l'expression se trouve dans le texte de Spinoza, personne ne peut échapper à cette fatalité qui veut que son esprit est forcément constitué au moins d'une part d'idées qui lui sont venues sur le mode de la passivité. Il est impossible qu'il en soit autrement. Voilà, impossible. On n'échappe pas, si vous voulez, à sa condition. Et cette nécessité, cette fatalité, c'est celle, eh bien oui, de la trajectoire de mon corps, et par conséquent de la trajectoire de mon esprit, en tant que mon esprit et mon corps, c'est une seule et même chose. Seulement, dit Spinoza, le problème c'est que, et là je reviens au traité de la réforme de l'entendement, paragraphe 90, un peu plus loin que la citation que j'ai produite précédemment. Nous avons une tendance irrépressible, par une nécessité irrépressible, nous avons tendance à croire, là j'ouvre les guillemets, que les choses que nous imaginons plus facilement nous sont plus claires et que ce que nous imaginons, nous estimons l'entendre, au sens le comprendre. Je répète, nous avons une tendance, ça c'est moi qui l'ajoute, une tendance irrépressible à croire, ouvrez les guillemets, c'est là que commence la citation, que les choses que nous imaginons plus facilement nous sont plus claires et ce que nous imaginons, nous estimons l'entendre. Voilà. Nous croyons parce que notre pensée est peuplée d'idées de ce type, acquises sur le mode de la passivité, nous croyons que nous comprenons la réalité. Parce que tout ça s'agence, tout ça se combine dans notre esprit, tout ça forme une espèce de, je disais, de constellation, de configuration, qui se confond, au fond, avec notre être même. Notre esprit, c'est ça, à ce moment-là. Notre esprit, c'est ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça va se figer et que notre esprit demeurera toujours cette même configuration d'idées. Et même, il est impossible qu'il en soit ainsi. L'esprit ne cesse d'évoluer, de bouger. Il peut d'ailleurs évoluer et bouger sur le mode de la passivité aussi, parce que d'autres aventures, d'autres vicissitudes de son corps vont le placer dans des situations qu'il n'aura pas d'autre choix que de subir passivement, parce que ces choses lui seront imposées. Il ne revient pas au même, par exemple, tout à fait, il ne revient pas tout à fait au même d'être, par exemple, ballotté de son pays, transporté de son pays vers un autre pays, parce qu'on est mobilisé dans une armée d'invasion, et, je ne sais pas, par exemple, de prendre l'initiative de voyager sur la base, je ne sais pas, d'une curiosité de découverte des autres régions de la Terre ou des autres peuples. Mais enfin, nous verrons notre esprit se modifier de cette façon-là. Alors, là, je voudrais faire une parenthèse sur un point qui a souvent été, qui a fait l'objet de réflexion. Dans l'appendice à la première partie de l'éthique, texte, je l'avais dit, absolument capital, appendice à la première partie de l'éthique, texte qui a en lui-même et par lui-même, même séparé de la partie complète dont il n'est que le prolongement, l'appendice, et qui pour cela d'ailleurs est très souvent étudié en classe de philosophie pour lui-même. C'est un texte classique, si vous voulez, que les professeurs de philosophie
souvent font étudier à leurs élèves. Eh bien, dans cet appendice à la première partie, Spinoza écrit « Les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau. Les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau. » Les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau. Et là, il y en a un qui, en lisant cette phrase, a bu du petit lait et a reçu ça comme la révélation d'une préscience, d'une préconnaissance, d'une prémonition de ce qu'on ne pourrait savoir que quelques siècles plus tard. Eh bien, alors ce nom est connu de certains, s'il ne l'est pas de tous, je le présenterai, Jean-Pierre Changeux, qui est une très grande figure des neurosciences françaises. Je pense même que Jean-Pierre Changeux, c'est le chercheur, il est à la retraite depuis longtemps, il a été professeur au Collège de France, chercheur à l'Institut Pasteur, et non seulement c'est une des grandes figures scientifiques de la seconde moitié du XXe siècle en France, c'est aussi celui qui a peut-être le premier vraiment contribué en France à faire connaître les neurosciences, en particulier à travers un livre qui, dans les années 1980, a eu un certain succès, qui s'appelait L'homme neuronal. L'homme neuronal. Donc, ça a dû paraître en 1981 ou 81. Je vous dirais que si vous voulez lire de la vulgarisation sur les neurosciences, à mon avis, il y a des choses plus claires, meilleures, je crois, plus explicites, peut-être plus intéressantes. Mais c'est le livre qui a inauguré, on peut dire, la vulgarisation des neurosciences, des sciences du système nerveux central, auprès du grand public. Alors Jean-Pierre Changeux adore citer cette formule de Spinoza, j'en ai relevé plusieurs références dans son œuvre. Il dit voilà quelqu'un qui avait pressenti cette vérité que nous apprennent aujourd'hui les neurosciences, c'est que les phénomènes mentaux, ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, sont des productions de l'activité du cerveau. Et Jean-Pierre Changeux, évidemment, s'est précipité pour présenter Spinoza comme une espèce de précurseur du matérialisme ou de ce qu'on appelle aussi le physicalisme, qui consiste à se représenter l'esprit comme une production de la matière cérébrale et des processus physiques qui s'y accomplissent, dont nous savons que ce sont principalement des processus chimiques et électriques. Alors ça, c'est vraiment comprendre Spinoza parfaitement de travers. Spinoza ne dit pas du tout, que le cerveau produit en nous des pensées. Le cerveau, c'est un corps, attribut étendu. L'esprit relève de l'attribut pensée. Ces deux attributs sont... Alors, j'avais pris les images, j'avais utilisé les métaphores que je pouvais, aucune n'est vraiment satisfaisante, mais les deux aspects, les deux versants, si vous voulez, d'une seule et unique réalité qui est la substance, le Dieu nature. L'esprit et le corps sont une seule et même chose. Une seule et même chose. Ce qui veut dire que, en effet, tout événement tel que le cerveau soit affecté d'une certaine façon trouve son équivalent sur le registre de la pensée dans une modification, une certaine façon d'être affecté pour les pensées elles-mêmes. Et donc il y a équivalence, mais il n'y a pas de causalité. Ça, c'est un principe fondamental de l'ontologie spinoziste. Il n'y a pas de rapport causal, d'interaction pensable d'un attribut à l'autre. Ni de l'attribut pensé vers l'attribut étendu, ni l'inverse. Mais c'est une seule et même chose. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Changeux vous parle des rapports entre l'esprit et le corps, il oscille entre les deux façons de parler. Il lui arrive de dire que l'esprit et le corps et le cerveau, c'est une seule et même chose. Et il lui arrive de dire que le cerveau produit, ou fabrique, il n'utiliserait pas ce terme, enfin, que l'esprit, l'activité du cerveau est l'activité du cerveau est la cause des phénomènes mentaux.
Alors, il passe assez souvent d'une affirmation à l'autre. Ces deux affirmations ne sont certainement pas du tout équivalentes. Mais il est évident que si vous demandiez, je n'ai pas fait l'expérience, hein, j'ai essayé de lui expliquer que Spinoza n'était pas du tout matérialiste et qu'il ne fallait pas chercher dans Spinoza une quelconque préfiguration, prémonition, préscience du matérialisme, pas du tout. Mais ça, il n'a jamais beaucoup voulu l'entendre. Bon, mais enfin, je ne suis pas le seul à lui avoir dit d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'aurait répondu Changeux si on lui avait dit, mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites que l'esprit et le cerveau, c'est la même chose? Ben, il aurait répondu, oui, c'est une seule et même chose, le cerveau. Une seule et même chose, le cerveau. Puisqu'il écrit, alors là je le cite expressément, je le cite, il a écrit ça plusieurs fois, il dit « À quoi bon parler d'esprit ?» À quoi bon parler d'esprit, puisque nous savons maintenant que nos phénomènes mentaux, c'est de l'activité cérébrale. Alors dans cette identification, dans cette identité qui est ici exprimée, supportée par le verbe être, il y a évidemment beaucoup de difficultés sur lesquelles je ne m'étendrai pas. J'avais fait il y a très très longtemps quelque chose là-dessus, ici, mais ça je n'y reviens pas ici. Mais le cerveau et l'esprit sont une seule et même chose. C'est déjà moins éloigné de Spinoza que de dire que le cerveau cause l'esprit, mais ce n'est pas Spinoza quand même. C'est pas Spinoza quand même. Ce que veut dire Spinoza, quand il dit que les hommes jugent des choses selon la disposition de leur cerveau, c'est qu'en tant qu'ils les jugent de cette façon-là, ils les jugent sur le mode de la passivité, c'est-à-dire que leurs pensées ne sont que les traces, les manifestations au sein de leur cerveau des infinies et multiples interactions causales dont ils sont les effets, et qu'en tant qu'ils pensent de cette façon-là, en tant qu'ils jugent de cette façon-là, ils jugent mal. Dans la mesure où un esprit juge selon la conformation, selon la disposition de son cerveau, eh bien, dans cette mesure, il juge mal. Et d'ailleurs, je vous invite à considérer ce fait. Ça, c'est, je ne sais pas, vous ne l'avez peut-être pas vraiment remarqué, parce que pour le remarquer, il faut le chercher, mais je peux vous dire, quand on cherche, on trouve. Si vous lisez la littérature, je dirais principalement du 19e siècle, mais c'est vrai aussi du 18e, c'est vrai aussi, c'est vrai jusqu'au 17e, c'est vrai aussi du 20e, mais ça se concentre surtout sur le 19e siècle. Quand vous lisez la littérature, les romans, la poésie aussi, eh bien, quand un phénomène mental est chez un écrivain, dans telle ou telle circonstance particulière, situation particulière, quand un phénomène mental est rapporté à son cerveau, c'est toujours pour parler de pensées délirantes, de pensées fausses, de pensées qui s'égarent. Bon. Lorsque le mot cerveau revient assez souvent chez Baudelaire, par exemple, et quand il revient, c'est jamais pour nous dire que le cerveau aperçoit dans la lumière la vérité. Non, c'est toujours pour nous dire qu'il se perd, qu'il s'égare, qu'il délire. C'est vrai, alors ça, je vais le mettre sur le blog. Allez voir sur le blog, je vais vous mettre, parce que ça fait 30 ans que je relève dans mes lectures littéraires, ça fait 30 ans que je relève les occurrences de cette identification qui est très légitime d'un point de vue spinoziste. C'est très spinoziste, ça. Dans la mesure où vous pensez, je dirais, sur le mode des traces qu'a laissé dans votre cerveau, votre parcours, votre itinéraire, votre trajectoire dans la réalité du monde, eh bien, vous pensez d'une façon, eh bien, vous pensez sur le mode de l'aléatoire, et donc vous pensez de façon limitée, bornée. Comme dira Spinoza, il le dit avec ce mot-là, mutilée. Votre pensée, elle est mutilée. On verra pourquoi, on verra ce que veut dire mutiler plus précisément un tout petit peu plus tard. Et je pense que la prochaine fois, on pourra y venir, c'est-à-dire après les vacances de février. Mais soyez attentifs à ça quand vous lisez les romanciers, par exemple, du 19e, ou quand vous lisez Flaubert, quand vous lisez Balzac, quand vous lisez Stendhal, eh bien c'est une occurrence qui revient franchement très souvent. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces idées qui sont formées sur ce mode de la passivité? Eh bien, dit Spinoza, elles sont déliées. Elles sont déliées parce qu'elles ne sont pas reliées en tant qu'idées,
C'est-à-dire en tant que certaines de ces idées pourraient s'accorder de façon cohérente avec d'autres, de façon compréhensible, de façon intelligible, d'une façon telle que l'entendement puisse saisir. Hein, c'est pour ça que Spinoza disait, par imagination, comprends ce que tu veux du moment que ce n'est pas l'entendement. À partir du moment où l'entendement ordonne les unes avec les autres, les idées qui peuplent mon esprit, je ne suis plus dans ce régime de la passivité. Et donc, ce que nous dit Spinoza, c'est que de telles idées sont déliées, elles sont coupées de toutes les autres idées, au sens où elles se sont accumulées dans mon esprit au petit bonheur, et ce bonheur est très souvent malheureusement un grand malheur, au petit bonheur des aléas, des vicissitudes qui ne répondent à aucune raison, à aucune logique, si vous voulez, de l'existence individuelle, et de l'existence individuelle qu'a traversé mon corps, puisque c'est par là que vont entrer dans le cerveau et être les idées que j'aurai formées, toutes les idées qui me viendront. Et d'ailleurs, il faut remarquer que Spinoza dit ceci, bon, je restitue la phrase dans sa totalité, il nous dit que l'imagination, c'est le régime auquel l'esprit est soumis lorsqu'il forme les idées sur le mode de la passivité, sous l'effet de causes externes, selon que le corps, ou dans le sommeil, ou dans la veille, reçoit des mouvements variés. Selon que le corps, soit dans le sommeil, soit dans la veille, reçoit des mouvements variés. Ça veut dire que Spinoza dit il n'y a aucunement lieu de faire une différence entre l'état de veille et l'état de sommeil, c'est-à-dire l'activité onirique, dans la mesure, attention, Spinoza ne dit pas qu'être éveillé et rêver c'est la même chose. Non, simplement il dit que l'état onirique est un état dans lequel il est évident que les idées que je forme me viennent sur le mode de la passivité. Eh bien, c'est la même passivité qui est à l'œuvre sous ce régime que Spinoza appelle l'imagination dans la vie éveillée. Alors, maintenant, nous allons pouvoir commencer à entrer un peu progressivement dans le chemin qui conduit à la sortie de ce mode passif de formation des idées. C'est-à-dire que, et vous avez peut-être déjà vu se dessiner comme en creux cette possibilité, négativement, par contraste avec la description que j'ai faite du mode inadéquat de formation des idées et de ce que donc Spinoza appelle l'imagination. Alors, dans le cas, revenons à l'exemple, au cas du Soleil à 200 pieds. Alors là, nous allons pouvoir, je vais introduire une nouvelle partie, parce que la précédente a quand même s'est étendue sur une durée assez considérable, et donc j'en viens dans ce deuxième chapitre au troisième moment, qui va nous faire passer, qui va nous conduire progressivement de l'imagination, régime des idées inadéquates, à la raison, régime des idées adéquates. De l'imagination à la raison. Revenons toujours à l'exemple du Soleil. Il est évident qu'en jugeant qu'il est à 200 pas, nous nous trompons. Enfin, celui qui le jugerait se trouver à 200 pas se tromperait. L'enfant, par exemple, qui, séduit par cette perception, veut, par exemple, aller toucher le Soleil. Eh bien, dans le cas du Soleil, dit Spinoza, et ça se trouve dans le Scoli de la 35e proposition de la deuxième partie, il dit ceci. Nous ignorons et la vraie distance du Soleil et la cause de cette imagination. Traduction, puisqu'ici vous avez quand même une formulation très condensée et très résumée. En fait, nous ignorons d'une part la vraie distance à laquelle se trouve le Soleil, et d'autre part, nous ignorons la cause de la représentation que nous avons formée du Soleil. Et c'est en cela que l'idée que nous avons du Soleil, lorsque nous le contemplons par la perception, est une idée déliée.
dit Spinoza, mutilée. De quoi est-elle mutilée? Elle est mutilée de tout le réseau causal d'idées au sein duquel elle est prise. Cette idée, elle est l'équivalent des mécanismes qui se sont produits dans mon cerveau, mécanismes qui eux-mêmes découlent de tout le réseau des causalités mécaniques qui préside au fonctionnement du dispositif d'ensemble dans lequel je me trouve, qui est un dispositif qui a les dimensions du système solaire, qui a les dimensions de la distance qui sépare le Soleil de la Terre, donc dimension astronomique au sens propre du terme, et au sens figuré aussi, et puis dimension microscopique, puisque les phénomènes qui se produisent à l'intérieur de mon cerveau sont évidemment des phénomènes qui s'accomplissent à une échelle qui échappe totalement à nos capacités de perception. Et donc, nous ignorons la vraie distance du Soleil et nous ignorons les causes par lesquelles a été déposée en nous sur le mode de la passivité cette image que notre esprit forme du Soleil. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que notre esprit forme une image, mais en fait, l'image de l'esprit ne la forme pas. Elle est formée en lui, elle se trouve formée en lui par la série des causes auxquelles cet esprit est soumis. Et dans la proposition 17, le scoli de la proposition 17 de la deuxième partie, on a une première explication de notre erreur au sujet de la distance du Soleil. Là, nous sommes plus haut dans la deuxième partie, proposition 17, scoli. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine. Je vais revenir là-dessus. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, mais c'est seulement en tant qu'on le considère, cet esprit, manqué d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. Alors, je vais expliquer ça en détail, mais je ne dicte même pas pour l'instant la totalité de la citation. Prenons-la partie par partie. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que le fait que je reçoive passivement des idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'implique pas que ces idées soient fausses, nécessairement. Ce que me raconte un combattant qui a vécu l'expérience du front à tel endroit, à tel moment, a forcément, je dirais, un certain contenu de vérité. Il ne peut pas se tromper sur tout. C'est-à-dire que l'expérience particulière, et c'est ça qui est important, particulière, c'est la sienne et ce n'est que la sienne. L'expérience particulière qu'il a vécue ne peut pas avoir déposé dans son esprit, serait-ce sur le mode de la passivité, ne peut pas avoir déposé dans son esprit que des représentations erronées. Il y aura des représentations erronées, il y en a d'autres qui seront vraies, mais ce n'est pas celles qui seront erronées ne le seront pas parce qu'elles ont été déposées dans son esprit sur ce mode-là. Ça, c'est une idée qui finalement est très ancienne dans la philosophie, qu'il faut distinguer ce qu'on peut considérer comme la vérité ou la fausseté d'une idée prise isolément, de la vérité ou de la fausseté de cette idée considérée de façon, je dirais, on pourrait dire contextuelle. Parce que c'est l'exemple que prenaient déjà les stoïciens, je crois, mais je peux me tromper, mais si je me trompe, peut-être que quelqu'un pourra me dire pourquoi je me trompe. Je ne sais pas si c'est pas Chrysippe qui disait, quand un fou dit en plein jour qu'il fait jour, ce qu'il dit n'est pas la vérité. C'est vrai. Voilà, il est fou. Il pourrait aussi bien dire en plein jour qu'il fait nuit. Il vous dirait aussi bien quand il fait jour qu'il fait nuit, ou l'inverse. Ce qu'il vous dit est vrai. Voilà, il fait jour et il vous dit le fou, il fait jour. Mais ce jugement il fait jour n'est vrai que considéré de façon isolée, de façon, je dirais, séparée de tout autre enchaînement d'idées qu'il pourrait former. Ah oui, je vois, ce qui veut dire que si je vois, c'est sûrement qu'il y a de la lumière. S'il y a de la lumière, puisqu'aucune lumière artificielle est allumée, c'est qu'il fait jour, etc. Et donc, le fou qui dit en plein jour, il fait jour, dit quelque chose de vrai sans être, si vous voulez, dans la vérité. Et d'une certaine manière, Platon l'avait déjà dit d'ailleurs, et c'est la différence que fait Platon entre ce qu'il appelle un savoir
et une opinion vraie. Une opinion vraie. Si on entend par opinion, précisément en un sens qui est assez proche de celui de Spinoza, si l'on entend par opinion ce qui est tombé dans notre esprit comme la pluie tombe dans un réservoir, dans un récipient que vous avez mis dehors au moment où il pleuvait. Parce qu'il y a une manière de recevoir les idées exactement comme on reçoit la pluie. Exactement. C'est-à-dire, il suffit, vous savez, il suffit de sortir dans le monde, au sens propre comme au sens figuré, et sortir dans le monde peut ne même pas exiger d'ouvrir la porte, ça peut simplement rester assis devant sa télé pour que les idées pleuvent. Il pleut des idées. Et alors, comme il pleut des idées, vous les recevez, et elles entrent plus ou moins, ou elles n'entrent pas, ça dépend. Vous pouvez avoir certaines résistances à certaines idées, mais des idées que vous avez reçues sur ce mode-là, comme on reçoit la pluie quand elle tombe, elles peuvent être vraies. Et il y a ce que Platon appelle une opinion vraie. Oui, une opinion vraie, ça veut dire par exemple que même sous l'influence d'un discours partisan, même sous l'influence, même si vous êtes sous l'emprise d'une propagande, eh bien, vous croyez sûrement des choses dont certaines sont vraies. La propagande ne peut pas dire que des choses fausses. Elle dit certainement beaucoup de choses fausses, mais elle ne peut pas dire que des choses fausses. Parce que si elle disait que des choses fausses, elle ne fonctionnerait même pas comme propagande. Donc vous avez une opinion vraie. Mais vous ne savez pas, parce qu'au fond, vous ne savez pas pourquoi ce que vous croyez est vrai, pas plus que vous ne le savez, par exemple, si vous savez que la Terre tourne, simplement parce que vous l'avez appris à l'école, et qu'à l'école vous étiez plutôt docile, et que vous avez décidé de ne pas contester ce que disaient les maîtres, en qui vous aviez une espèce de foi. Mais il y a beaucoup de gens qui savent que la Terre tourne, mais qui le savent sur le mode de la pure passivité. C'est-à-dire, on leur a dit que la Terre tournait, ils croient que la Terre tourne, mais le jour où on leur présente le premier argument venu contre la rotation de la Terre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils disent, ah oui, je ne sais pas. Vous leur demandez par exemple pourquoi alors la Terre, hein, si la Terre par exemple, là, elle se dirige de... Alors, quand elle tourne sur elle-même, et elle tourne d'ouest en est, comme ça, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'elle tourne, le soleil il va se lever, et vous lui demandez, par exemple, celui qui vous dit « Ah oui, je sais bien que la Terre tourne », vous lui demandez par exemple pourquoi, si elle tourne, quand on lance un boulet dans une direction, ou quand on le lance dans l'autre direction, il tombe exactement au même endroit, il tombe au même endroit. Il tombe à la même distance, plus exactement, il tombe à la même distance. Dans un cas comme dans l'autre, la distance est la même. Alors que théoriquement, puisque pendant que le boulet est en l'air, la Terre tourne dans cette direction-là, il devrait tomber beaucoup plus loin ici, et beaucoup moins loin là, puisque là, le mouvement de la Terre accompagne le mouvement du boulet, donc il devrait, le boulet, aller beaucoup moins loin quand on le tire vers l'est que quand on le tire vers l'ouest. Puisque quand on le tire vers l'ouest, puisque la Terre tourne en sens inverse, vous comprenez que pendant ce temps-là, lui, il fait du chemin en sens opposé. Il y a beaucoup de gens qui savent que la Terre tourne, mais que ce constat de fait laisse complètement désemparés. Complètement. C'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Moi, j'ai vu beaucoup d'élèves qui avaient fait une terminale scientifique. Quand on leur ils savent par exemple que la Lune a une masse. Ils savent que la Lune, c'est du caillou et que ça a une grosse masse. Mais quand vous leur demandez comment est-ce qu'il se fait que du fait de sa masse très importante et de la masse très importante de la Terre, la Lune ne tombe pas immédiatement sur la Terre, ils ne savent pas répondre. Ils savent que la Lune a une masse, ils savent que la Terre a une masse, ils savent peut-être que, une idée de la gravitation de Newton, oui, les masses s'attirent, voilà. Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas sur la Terre? Ils ne savent pas. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas reçu l'instruction physique élémentaire, et je me compte parmi tout cela, parce qu'il y a plein de choses que je crois savoir, ou dont je dirais volontiers que je les sais, au sens où je n'ai aucun doute à leur sujet, mais où je serais bien en peine de les intégrer dans un réseau d'idées qui, si vous voulez, leur confère le statut de choses intelligibles, qu'on puisse entendre au sens de comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que Platon dit des opinions vraies, qu'une fois on les a, on peut les avoir enracinées assez solidement dans son esprit, mais il faut qu'elles soient enracinées d'une certaine façon, parce que dès qu'on vous les met en difficulté, elles s'évaporent, elles s'enfuient. Ce sont des opinions vraies, dit Platon, ce sont des esclaves fuyards. Des esclaves fuyards parce que
bon, il y a plusieurs moyens d'obtenir un esclave, mais le moyen le plus traditionnel, le plus classique, et le moins difficile, c'est de lui mettre des fers aux pieds et aux bras. Bon, il y a aussi d'autres manières, de lui faire, par exemple, aimer le maître, ou de lui faire apprécier le maître, ou de le faire aimer son service. Mais si un esclave, en général, un esclave, quand ça aperçoit la possibilité de se barrer, eh ben, ça s'évade si aucun lien ne le retient solide, soit matériel, soit spirituel, à sa condition d'esclave. Eh bien, c'est le cas d'une opinion vraie. Une opinion vraie, elle a beau être vraie si ce n'est qu'une opinion, c'est-à-dire si elle n'est pas prise dans un réseau qui lui confère le statut d'un savoir, bah, elle va s'en aller à la première objection venue, elle va s'en aller, à moins qu'elle soit attachée par autre chose, parce qu'évidemment elle peut être attachée par des préjugés qui sont enracinés d'une autre façon et sur un autre mode. Alors, je vais m'arrêter là parce que, enfin, je vais donner une citation. Je finis le commentaire de celle-ci. Si l'esprit se trompe, ce n'est pas parce qu'il imagine, puisque sous le régime passif de l'imagination, je peux très bien recevoir des idées qui possèdent une certaine vérité. Mais c'est seulement s'il se trompe, si l'esprit se trompe, c'est seulement en tant que le considère, cet esprit, manquer d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir à sa présence. Je répète, parce que la formulation est un peu tordue, mais je mettrai ça sur le blog. Mais si l'esprit se trompe, c'est seulement en tant qu'on le considère manquer d'une idée qui exclut l'existence, on le considère, cet esprit, manquer d'une idée qui exclut l'existence de ces choses qu'il imagine avoir en sa présence. C'est-à-dire que cet esprit, il a la perception qu'il a reçue sur le mode de la passivité. Il l'a et il ne peut pas ne pas l'avoir, et c'est pour ça que les sens ne sont pas trompeurs, parce que cette perception, elle est telle qu'elle doit être sans faute, aucune. Donc, l'esprit, il a cette idée, mais cette idée, elle est incomplète, elle est déliée, elle est mutilée, c'est-à-dire qu'elle manque de quelque chose. Il y a un manque, il y a une absence, et ce qui dans son esprit est absent, c'est ce qui pourrait exclure, c'est ce qui pourrait rejeter, ce qui pourrait, par la force de son propre conatus, vaincre la représentation qui se trouve dans l'esprit de celui qui a perçu ou qui a appris sur le mode de la passivité, ou celui qui a été endoctriné, celui qui a été embobiné. Ce qui lui manque, c'est dans son esprit des idées qui seraient de nature à exclure, c'est-à-dire à rejeter, à repousser au dehors la représentation qui lui est donnée. Si, par exemple, si je sais, mais d'un vrai savoir, pas d'un savoir emmagasiné passivement, docilement, par bourrage de crâne, comme c'est très bien le faire, d'ailleurs un enseignement qui est mal fait, mais qui peut, parce qu'il a affaire à des élèves dociles, à qui les parents ont dit qu'il fallait croire ce que dit le maître ou ce que dit le professeur, s'il a affaire à un esprit docile, l'enfant va recevoir l'idée, par exemple, de la vraie distance du Soleil, quand il aura appris la distance du Soleil au cours d'astronomie, mais si cette idée n'est pas présente en lui, reliée à d'autres idées sur le mode d'un savoir, eh bien, il ne peut pas vraiment la mettre en relation avec la perception qu'il a à tel ou tel moment, et donc, cette perception, elle va s'imposer à son esprit, parce qu'il n'a pas, d'une part, l'idée de la vraie distance du Soleil, il y a autre chose qu'il n'a pas. Ce qu'il n'a pas, c'est la connaissance, qui évidemment exige une quantité de savoir assez considérable, la connaissance des raisons pour lesquelles, des causes par l'intermédiaire desquelles, le Soleil, quand il apparaît à travers la brume, bas sur l'horizon, ne peut lui apparaître que comme ça. Parce que là, il faudrait qu'il connaisse l'astronomie, de la physique, c'est-à-dire de l'optique, et peut-être aussi un petit peu de connaissances anatomiques ou de connaissances du fonctionnement cérébral dans les phénomènes de la perception visuelle. Et ça, pour ça, il faut un certain degré d'instruction. Et c'est ça que signifie l'instruction. L'instruction, ça signifie doter un esprit de la structure, d'une structure telle que n'importe quoi puisse pas entrer comme ça, sans demander la permission. Et vous voyez que, je terminerai là-dessus, on est loin là maintenant, on est loin de cette façon dont Descartes pense l'erreur, qui consiste à dire, voilà, vous avez une représentation que vous donne les sens, elle est telle qu'elle doit être,
et puis vous l'acceptez, vous levez la barrière, vous la faites entrer, vous lui ouvrez la porte, sans avoir vérifié qu'elle avait ses titres de légitimité. Pour Spinoza, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour Spinoza, l'esprit et le jeu, ça on commence, j'espère qu'on commence à le voir, l'esprit est le lieu d'un rapport de force. Voilà. L'esprit est le lieu d'un rapport de force. Dans l'esprit s'affrontent des forces, comme si ça en affronte, comme s'affrontent des forces dans le monde matériel, dans le monde physique, dans le monde des choses. C'est-à-dire que si la structure de la digue est telle qu'elle puisse résister à de fortes vagues, eh bien, la tempête, la marée pourront frapper aussi fort qu'elles veulent, elles ne briseront pas la digue. Parce que c'est un rapport de force. Eh bien, dans l'esprit, il y a des rapports de force. Et il y a des esprits qui sont simplement des esprits faibles parce qu'ils ne sont pas construits, parce qu'ils ne sont pas structurés, parce qu'ils ne sont pas instruits, et que par conséquent, ils sont vides des idées qui pourraient chasser les représentations fausses qui leur viennent, qui leur tombent dessus, comme la pluie sur le mode de la passivité. Là, je pense qu'on peut peut-être commencer à comprendre ce que ça va vouloir dire la raison. Mais tout juste commencer, je ne sais pas. Bon, oui, j'avais dit je m'arrête, et puis voilà. On a peut-être encore, je ne sais pas s'il y a une question, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à m'en envoyer. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Internet des demandes concernant la façon même de gérer, par exemple, une question. Dire, voilà, il nous faut un quart d'heure final, ou il nous faut un quart d'heure avant chaque séance, au début de chaque séance. Voilà, n'hésitez pas à tout ça. Le fonctionnement, moi, vous savez, moi, vous me connaissez, si vous me laissez parler. Voilà.